Je voudrais vous parler de Lacan, de Lacan en tant qu'éveillé, parce qu'au fond, il est beaucoup question actuellement de woke, wokisme, éveil donc, puisque le discours woke, c'est le discours éveillé, attentif aux inégalités, aux injustices de l'époque. Et je voudrais faire valoir comment Lacan, finalement, est éveillé, voire plus éveillé que le discours woke en lui-même. Alors, d'abord, le discours woke, bien, c'est une manière de s'opposer à un certain nombre d'injustices du monde, avec lesquelles, évidemment, le discours analytique est tout à fait d'accord. On ne peut être que d'accord avec l'éthique du discours woke, antiraciste, féministe, évidemment, plus qu'antiraciste, contre l'antisémitisme aussi antipatriarcal. Mais la psychanalyse, contrairement au discours woke, elle n'est pas un discours de domination. Elle est un discours qui tente à faire valoir comment les autres discours ont des mobiles cachés. Elle interprète les autres discours. Et on voit bien que dans le mouvement woke qui accourt actuellement, il y a une volonté de domination qui n'est pas celui de la psychanalyse. Donc sur l'éthique, on est tout à fait d'accord, mais sur le fonctionnement du discours en lui-même, non, puisque ça va à l'inverse, le discours de la psychanalyse étant pour dénoncer, et même pas dénoncer, plutôt pour faire valoir, pour montrer, pour faire apparaître l'objet A, c'est-à-dire finalement la chose la plus inconsciente qui est au cœur du discours, la dimension de l'inconscient politique. C'est comment c'est toujours l'inconscient qui nous mène à vouloir faire valoir une chose ou l'autre, même dans la meilleure bienveillance dans laquelle on peut se trouver, ou dans toutes les meilleures intentions du monde, ont toujours un objet à cacher, qui peut être finalement le pire des désirs. Et donc, il y a ça aussi, et on voit une volonté de domination dans le discours woke, au-delà de toutes les bonnes intentions avec lesquelles on ne peut être que d'accord. Ils sont anti-domination. Tout à fait, ils sont anti-domination, mais néanmoins, il y a une dimension qui veut faire valoir, qui veut faire taire les autres, puisque la cancel culture consiste à faire taire les autres. C'est quand même une volonté de domination, même en voulant faire valoir l'antidomination. Et il y a une volonté aussi, dans le fait de vouloir l'égalité pour tout le monde, une volonté de, finalement, normalisation dans une autre norme que la norme sociale habituelle. Ce qui n'est pas du tout le discours de la psychanalyse, puisqu'au fond, le discours de la psychanalyse consiste à faire valoir la singularité de chacun comme étant ce qui est le plus important. Alors Lacan, au fond, depuis le départ, Lacan ne se laisse pas attraper par la dimension patriarcale et les discours d'autorité. Il y a cette fabuleuse lettre de Lacan qu'il écrit quand il a 17 ans, qu'il écrit à son père et qui se trouve dans le volume formidable de Lacan Redivivus. Dans cette lettre, Lacan donc, dit à son père que quand même il ne peut pas, lui en tant que jeune homme, se soumettre à des discours d'autorité, qu'il n'est absolument pas d'accord, d'être d'accord simplement avec tel grand auteur ou tel autre grand auteur, simplement parce qu'ils sont reconnus comme grands auteurs. Donc Lacan, d'emblée, dès son plus jeune âge, ne veut pas se soumettre au discours d'autorité. Et bien sûr, il lira Freud, bien sûr, il s'appuiera sur Freud et sur beaucoup d'autres, parce qu'il les choisit comme référence, mais il les critique tout aussi bien, que ce soit son maître Clérambault en psychiatrie, que ce soit Freud ou tous les autres, et d'autres encore plus forts où il y aura essentiellement la critique et pas la reconnaissance, mais il y a les deux. Il y a une reconnaissance, mais elle n'est toujours que partielle. Il y a aussi une critique qu'il maintient.
Et un dépassement, tout à fait. Ce dépassement lui permet aussi d'inventer, d'aller plus loin. Alors, donc, dès le début de son enseignement, hein, au fond, Freud, ce qu'il critique d'abord chez Freud, c'est le fait d'avoir tenté de cerner le réel avec un mythe, hein, avec le mythe de l'Œdipe. Alors, c'était puissant, ça a fonctionné, c'est venu dire quelque chose qui était là, hein, qui fonctionnait dans la société et surtout qui fonctionnait finalement pour produire des symptômes, hein, qui faisaient souffrir les personnes, les hystériques plus particulièrement. Freud découvre qu'en dessous de leur souffrance, il y a donc quelque chose qui se répète finalement chez tous les névrosés, et c'est ce qu'il appelle le mythe d'Œdipe. Hein. C'est cet amour pour le père, hein, cet amour ou cette haine pour le père. Et ça fonctionne, enfin ça dit tellement bien un réel que ça fonctionne, que ça prend, que ça continue d'ailleurs encore aujourd'hui de parler à un certain nombre d'entre nous. Mais en même temps, ce mythe a un grand défaut, c'est qu'il vient faire croire que le père existe. Donc en utilisant le mythe d'Œdipe, en même temps, Lacan, lui, vient ensuite pour dire contre Freud que ça ne va pas d'utiliser le mythe parce que finalement, ça se retourne. Et ça fait valoir que Freud, tout en décriant, tout en faisant valoir ce réel, en même temps, il le soutient. Et que Freud va soutenir jusqu'à la fin de sa vie un peu trop le père, justement. Lacan commence son enseignement en vidant la question du père du côté de la fonction. Oui, il passe du mythe à la fonction, et en passant du mythe à la fonction, eh bien, il vide la personne, puisque la fonction, elle peut être occupée par n'importe qui. Et donc, dès qu'il appelle ça fonction du nom du père, ce n'est déjà plus le père en tant que personne ou personnage de l'histoire familiale. C'est juste n'importe qui peut occuper la fonction du nom du père, que ce soit une femme, un homme, que ce soit une personne extérieure à la famille ou dans la famille, il faut juste que ce soit incarné. Mais ça peut être incarné par une ou plusieurs personnes, cette fonction du nom du père. Et donc, Lacan poursuivra son chemin comme ça, en déconstruisant de plus en plus cette illusion du père et du mythe qu'a installé Freud pour dire un réel, mais pour rejoindre finalement encore plus le réel. Et finalement, c'est tellement épuré qu'à la fin, il n'y reste plus que 3 ronds de ficelle, le nœud borroméen. Et ces 3 ronds de ficelle exitent la question de l'Œdipe, exitent même la question du père, il reste le réel, le symbolique et l'imaginaire, et le nouage. Et c'est comment c'est noué ensemble qui fait qu'un sujet tient dans l'existence, c'est-à-dire que dans son existence, un sujet rassemble le réel, le vivant, avec le symbolique et avec l'image, et que les 3 font qu'il tient. Et parfois ça se dénoue, ça se renoue, etc. Alors c'est extrêmement compliqué cette topologie de Lacan, mais quand même, c'est ce qui est allé le plus loin pour se séparer de la question du père, et donc du patriarcat, effectivement. Mais c'est très difficile à lire, et donc un bon nombre de nos contemporains réduisent Lacan à la fonction du nom du père, qu'ils lisent comme étant simplement une réinterprétation du mythe oedipien freudien. Alors que c'est déjà un premier pas de séparation, et que ce premier pas, il s'interprète avec le dernier, celui du tout dernier Lacan, où il n'y a plus du tout cela. J'avais pris des petits passages d'un témoignage de Catherine Millot, qui a été publié dans La cause du désir numéro 104, et où Catherine Millot, donc, dans la vie quotidienne, puisqu'elle vivait avec Lacan, lui pose une question vraiment pas facile,
sur la question de la pulsion de mort, du désir de mort, etc. Elle lui dit ceci. Hein, donc le désir de mort est-il à situer du côté du désir de dormir ou du désir de réveil? Pendant tout un temps, Lacan ne répond pas. Catherine Milhaud se met à penser que finalement, sa question n'aura pas réponse, que peut-être même sa question n'est pas intéressante, etc., comme on peut souvent penser dans ces cas-là. Mais tout au contraire, le silence de Lacan, hein, c'est une production. Une demi-heure plus tard, Lacan va lui répondre. Et c'est tellement intéressant qu'après, Catherine Milhaud se met à rédiger ce qu'elle vient d'entendre pour ne rien perdre de ces perles qu'il a énoncées là. Et bon, ça peut paraître brumeux, hein, mais il y a des brumes qui vous perdent, et puis il y a des brumes qui sont très riches. Hein, et c'est une brume très riche ici. Donc on sent qu'il y a quelque chose chez Lacan d'un savoir en construction, d'un savoir qui s'invente, qui s'élabore, que ce n'est pas de la connaissance, que c'est du savoir dont il est question là, qu'il lui a fallu cette demi-heure pour élaborer sa réponse, et que sa réponse n'est pas limpide, d'abord parce qu'il tente un mi-dire, et que ce mi-dire est plus proche à cerner la question du réel qui est en jeu dans la question de Catherine Milhaud d'ailleurs. Et je vais vous citer un petit passage sur cette question du désir de mort, puisque au fond ce que Lacan dit, c'est que l'éveil, le réveil, vraiment le vrai réveil, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans la vie, en tout cas pour les humains, puisque les humains, c'est ce qui les différencie fondamentalement des chimpanzés. Les chimpanzés sont très très intelligents, peuvent s'emparer d'outils pour faire des constructions, pour s'aider à s'alimenter ou pour faire toute autre chose. Mais, donc ils sont des animaux intelligents, mais ils ne parlent pas. Et Jane Goodall, qui a beaucoup étudié les chimpanzés, donc fait d'ailleurs cette distinction, il dit comment, au fond, les humains sont les seuls, c'est ça qui les distingue des animaux les plus intelligents, c'est que ce sont les seuls qui ont cet outil extraordinaire qu'est le langage, qui est extrêmement élaboré, et qui fait que, eh bien, on peut parler de ce qui n'existe pas. Et donc, on peut parler de la mort, parce qu'il n'y a rien de plus irreprésentable que la mort. Les animaux ne peuvent pas se représenter la mort. Ils peuvent sentir la mort arriver, mais ils ne peuvent pas se la représenter. Et les humains tentent de se la représenter en s'inventant plein d'histoires. Mais au fond, fondamentalement, personne ne sait ce que c'est. Et donc, la citation est celle-ci. Qu'il soit branché sur la mort, dit Lacan. Le langage seul, en fin de compte, emporte le témoignage. Est-ce que c'est ça qui est refoulé? C'est difficile de l'affirmer. Il est pensable que tout langage ne soit fait que pour ne pas penser la mort, qui en effet est la chose la moins pensable qui soit. C'est bien pour cela qu'en la concevant comme un réveil, je dis quelque chose qui est impliqué dans mon petit nœud, SIR, symbolique, imaginaire et réel. Donc, je soutiens que Lacan est éveillé autrement que Bouddha, et bien plus que tout discours woke.